je fais 10 000 transactions par an sur Binance, ils vont avoir tout le détail de toutes les transactions avec un résumé de plus-value, moins-value. Eux, ils vont juger que tu as volontairement voulu masquer au fisc. C'est 0,2% par mois de ce que tu leur devais, du coup en pénalité, etc. Donc là, ça peut aller jusqu'à 80% de pénalité de tout ce que tu avais gagné. Donc ça va vite. Ouais, c'est vrai que bon, quand on voit aux États-Unis, potentiellement sont en train un peu de tout déréguler avec l'arrivée de Donald Trump, on constate qu'en Europe, pour le moment, ça bouge pas trop. On continue de réguler, peut-être de mettre certains bâtons dans les roues de certains entrepreneurs, de certaines sociétés. On accompagne beaucoup de porteurs de projets et la question numéro 1, c'est où est-ce que je pars, quoi. Je fais quelques salons par exemple en Suisse et je vois que là en Suisse, on ouvre les bras grands ouverts. On a des comptables suisses avec qui on travaille qui nous disent mais continuez à les embêter, comme ça nous on va tout les récupérer. Tiens, il y a Bernard Arnault, je sais pas si t'as vu, pareil, qui a parlé récemment. En fait, à force d'emmerder les entrepreneurs. Avant de démarrer l'interview, je voulais déjà vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait très plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à partager l'interview si vous trouvez qu'elle est intéressante, à vous abonner également à la chaîne CryptoStalks parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes de podcast comme Apple le podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc comme ça, vous pouvez nous écouter sans forcément la vidéo quand vous faites votre sport, quand vous êtes en voiture ou alors quand vous êtes dans les transports. Tous les liens sont dans la description. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptos. Aujourd'hui, on reçoit Loïc de Compta Crypto et on va parler de comptabilité et puis un petit peu aussi de fiscalité autour des crypto-monnaies. Salut Loïc. Hello. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous parler un petit peu de Compta Crypto? Ouais, carrément. Du coup, moi, je m'appelle Loïc Santel. J'ai cofondé, je suis un des late founders de Compta Crypto. La boîte, elle a 5 ans maintenant. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans dans la boîte. À la base, moi, je viens plutôt du milieu de la compta traditionnelle et de la comptabilité automatisée. Et en fait, c'est mes associés qui m'ont trouvé parce qu'ils avaient un use case de comptabilité crypto. Ils avaient fait plusieurs millions de transactions en crypto avec un contrôle fiscal en plus, les pauvres. Et donc derrière, moi, j'ai apporté un peu, mon savoir-faire au niveau du marketing et de la connaissance marché de la compta de manière générale, pour venir, apporter la pierre à l'édifice au milieu crypto. Ok. Et c'est vrai que là, avec les nouvelles réglementations qui arrivent, notamment, je pense à MiCA, il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Est-ce que tu peux nous faire un petit pêle-mêle, on va dire, des modifications et des changements qui sont en cours, qui ont eu lieu? Alors, majoritairement, il y a pas mal de changements au niveau de la taxation sur les stablecoins. Donc, c'est un petit peu controversé parce que ça porte à appréciation, on va dire, des comptables et des fiscalistes qui traitent les dossiers. Donc là, aujourd'hui, ce qui va changer au niveau de MiCA et la taxation des stablecoins, c'est l'appréciation on passe d'un cryptoactif à une monnaie numérique, donc notamment, par exemple, pour des stablecoins de type USDC, par exemple, ou USDT, pardon. Et donc, c'est à ce moment-là où il peut y avoir un événement taxable, donc une cession qui est faite. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où, par exemple, si on change des BTC en USDC, il va y avoir une cession et donc il faudra payer ces fameux 30%, du coup, au moment de la déclaration sur le revenu. Donc ça, après, aujourd'hui, il y a une appréciation de la loi à faire, comme je disais. Et c'est vrai que si on a un point de vue un peu sécuritaire sur ce point-là et en vue un peu des événements. Okay. Parce que là, c'est-à-dire depuis donc, le 30 juin, c'est ça, donc 2024, quand tu vends des cryptos contre des stablecoins, alors certains stablecoins, parce qu'il faut que ces stablecoins soient monnaie électronique, donc établissement peut-être de monnaie électronique, c'est considéré comme établissement de monnaie électronique. Ouais, par exemple, ça ne marche pas, par exemple, sur des stablecoins algorithmiques, par exemple, je sais pas, un Terra Luna, par exemple, ça marche, là, c'est pas considéré comme une monnaie numérique. C'est vraiment quelque chose qui est plus sécuritaire et ça fait sens. C'est là où justement à l'appréciation, certains fiscalistes vont avoir ce point de vue, on va dire, très sécuritaire, de se dire, à partir du moment où on se retire le risque de la volatilité en passant en stablecoin, alors il est normal, entre guillemets, que ça soit taxable parce que c'est comme si on repassait en euros en réalité. Ouais, mais il faut quand même que ces stablecoins, donc là je vends du Bitcoin contre des USDC, il faut que je déclare mes 30% faut que je déclare mes plus-values, quoi. Ouais. Si plus-value il y a, et donc je serai taxé à 30% si j'ai fait des plus-values. C'est ça, ce sera une cession exactement comme si tu avais changé tes BTC en euros, quoi. Ouais, ok. Et donc tu parlais du USDT, du SDC, en fait tous les stablecoins non algorithmiques sont concernés.
Mais il n'y a pas quelque chose en rapport avec le fait d'être établissement de monnaie électronique, parce que je crois qu'il n'y a que Circle en Europe qui est établissement de monnaie électronique. Oui, c'est ça. Bah, effectivement, le fait d'être agréé MK, effectivement, bah, joue là-dessus et d'avoir en tout cas, effectivement, ce statut d'établissement de monnaie électronique joue évidemment là-dedans. Mais bon, après, c'est quelque chose qui évolue grandement et justement, avec l'institutionnalisation, au final, bah, de notre domaine, c'est vrai que ça va vraiment dans ce sens-là et donc, effectivement, bah, là, si on veut avoir ce point de vue sécuritaire, vaut mieux le déclarer, en tant que tel, quoi. Ok. Et je suis pas certain qu'il y ait énormément de gens qui aient compris, en tout cas qui aient anticipé cette chose-là, le fait qu'en fait, potentiellement, il faut qu'on déclare les plus-values sur nos sessions, enfin sur nos sessions, non, sur nos échanges entre crypto et stablecoin. Non, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Après, tu vas pas forcément donner ton avis parce que voilà, tu travailles dans cet écosystème-là, mais est-ce qu'on perd pas un peu l'avantage qu'on avait en France par rapport au reste de l'Europe ou alors peut-être par rapport même au reste du monde? Comment est-ce que toi tu le vois? Parce que je crois qu'aux États-Unis, de toute façon, c'était déjà le cas, il me semble, que quand tu échangeais des cryptos contre des stablecoins, c'était un élément d'imposition. Exactement, ouais. C'était un des avantages qu'on avait et qu'on n'aura plus. Mais bon, je crois qu'on est habitué à perdre des avantages qu'on avait et qu'on n'a plus maintenant. Donc, mais effectivement, du coup, là-dessus, bah, ça va nuire à notre compétitivité, entre guillemets, bah, un peu comme dans beaucoup de secteurs, j'ai l'impression, en France, en tout cas. Mais effectivement, oui, ça va forcément jouer à notre désavantage. Ok. Et toi, comment tu le vois d'un point de vue, comment ça se répercute d'un point de vue clientèle? Est-ce que beaucoup de personnes te demandent s'ils doivent peut-être pas créer des sociétés parce que c'est déjà, parce qu'il y a quand même des différences assez importantes entre société et individus, notamment tout ce qui est moins-value, etc. Comment est-ce que toi, t'as vu les choses évoluer là ces derniers mois? Effectivement, là, il y a un vrai besoin de structuration dans ces cas-là. Et effectivement, alors, tout dépend du projet de la personne. Si jamais elle souhaite se professionnaliser, ou tout du moins en faire une vraie activité, c'est là où on a cette frontière entre l'activité accessoire, vraiment placement, bon père de famille, où on a notre métier de notre côté, et puis après on place un petit peu nos économies, et où derrière, après, bah, on en fait vraiment notre métier quand on en est passionné et qu'on commence à aller un peu plus bon train. Donc là, bah, déjà, il y a déjà des lois qui font que, par exemple, quand on fait du staking, qu'on fait du minage, bah là, on a déjà un peu un prémisse de professionnalisation, justement avec le passage en régime des BNC, BIC. Et après, bah, effectivement, si jamais on veut vraiment complètement pousser la porte de cette activité, bah, dans ces cas-là, après, on va monter une société. Et donc là, après, déjà, de base, tous les événements étaient taxables en tant que société. Tous les mouvements crypto ou crypto-fiat étaient déjà taxables avec ce système de plus et moins-value latente que nous, on calcule notamment avec la méthode du CEMP, donc un coût moyen unitaire pondéré. Et effectivement, là, par rapport à ce que tu as évoqué avant sur la perte, bah, effectivement, là, par exemple, en cas de bear market, bah, la perte, elle est déductible du coup au niveau de l'exercice. Et chose que bah, ça, en tant que particulier, on n'avait pas non plus. Hein. C'est qu'on est en particulier, enfin en personne physique, on a une perte, c'est perdu, quoi. Ouais. Alors, je veux bien que tu reviennes un tout petit peu sur cette moins-value latente et plus-value latente. En fait, c'est le même principe que la plus-value latente. C'est-à-dire que quand on fait de la moins-value, donc je sais pas, j'ai acheté un Bitcoin à 100 000 $, mon Bitcoin vaut 50 000 $ maintenant, j'ai fait une moins-value latente de 50 000 $, donc j'aurai une déduction entre guillemets d'impôt de équivalent 50 000 $ ou équivalent à un pourcentage de ce montant-là. C'est ça, effectivement. Ouais. Et donc là, effectivement, elle est déductible. Par contre, dans le cas inverse, au niveau de la plus-value, là, par contre, en gros, il est simplement comptabilisé, mais par contre, il n'est pas fiscalisé. Donc à ce moment-là. Donc, mais c'est ça, c'est un des avantages effectivement de l'entreprise. Même par exemple, c'est vrai qu'on en parle des fois avec des projets de minage, par exemple, et au niveau de leurs clients, bah, le fait aussi de passer, par exemple, en société, ça peut permettre d'amortir la machine, par exemple, chose qu'en tant que personne physique, ou même au statut des BIC-BNC, alors il y a une partie qu'on peut en soi, suivant le statut, suivant le montage qu'on fait, il y a une partie qu'on peut aussi, si on se professionnalise, du coup, déduire en tant qu'amortissement au niveau de la machine. Mais c'est vrai que c'est que normalement avec une entreprise qu'on peut déduire ce type de charges. Et après, en plus, on peut ajouter d'autres charges. Par exemple, je sais pas, dans le cadre de l'activité, bah, s'il y a des frais de bouche, si jamais il y a des déplacements, des choses comme ça, tout ce qui va être inhérent à l'activité, bah, on peut aussi le passer dans la société, quoi. Ok. Mais bon, pour le moment, il y a quand même une zone grise, hein, comme ce que tu disais. C'est pas forcément très clair encore sur comment est-ce que c'est comptabilisé. Mais vous, déjà, dans les services que vous fournissez aux particuliers, vous l'intégrez déjà, vous considérez que dès qu'on vend de la crypto-monnaie
en stablecoin, c'est une session imposable? Ouais, nous actuellement, on a fait cette prise de partie. Alors après, donc nous, on a vraiment une prise de partie générale au niveau du logiciel. Et par contre, ça va effectivement quand on est accompagné par un spécialiste. En fait, nous, dans notre interface, on a une interface pour le spécialiste qui, lui, en fonction de sa stratégie, en fonction de sa prise de position, va pouvoir déterminer si oui ou non c'est taxable. Donc, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est que le client soit bien accompagné et puis qu'il puisse défendre sa position. Donc nous, là, on est assez à l'aise avec le fait qu'on puisse défendre la position, voilà, sur l'axe directeur qu'on a donné. Mais après, derrière, si le client est accompagné d'un spécialiste qui, lui, détermine qu'il, voilà, il a cette prise de position, et ben, on veut, voilà, lui donner libre cours à cette prise de position. Et donc, c'est là où on lui donne le choix de fiscaliser ou non et de prendre en compte ou non certaines décisions dans son interface à lui. Ok, donc ça, c'est le changement, je pense, un des changements principaux, mais qui est passé un petit peu sous les radars, je trouve. On en a assez peu entendu parler. Quels sont les autres changements, toi, que tu vois d'un point de vue comptable, introduits par Mika notamment? Alors là, il y a une autre composante que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle le DAC8, donc qui va arriver l'année prochaine au 1er janvier 2026. Donc ça, c'est la communication proactive, je dis bien proactive, des plateformes agréées, donc par exemple PSAN. Elles vont communiquer proactivement à l'administration fiscale des pays de référence de leurs clients, toutes les transactions et les coordonnées de leurs utilisateurs, ce qui fait que ça va faire un mécanisme de contrôle automatique de l'administration fiscale. Et donc là, même, par exemple, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent ouais, mais bon, au pire, j'irai me cacher dans la DeFi, j'irai au final, bah voilà, faire mes opérations là-bas, mon rendement là-bas, et puis ils ne me trouveront pas. Mais en réalité, en fait, si on regarde bien, la banque, elle permet pas, en fait, d'envoyer directement de l'argent. Si jamais on veut déposer de l'argent, au final, bah voilà, faire du rendement sur les DEX, bah, elle permet pas d'envoyer l'argent là-bas, ou même de le reprendre en sortie. Il y a certains systèmes qui le permettent de transac, je pense, à certains systèmes d'on-ramp, off-ramp, mais j'imagine qu'ils passent via des prestataires qui seront obligés de déclarer également. C'est ça, et en fait, dans tous les cas, forcément, ils doivent passer par un acteur qui est régulé, donc forcément PSAN, et donc vu que les PSAN, à terme, au 1er janvier 2026, vont devoir communiquer proactivement les transactions, bah là, à ce moment-là, il y a une petite trace dans la neige qui est faite entre le PSAN et le DEX. Et donc là, au final, le contrôleur fiscal, il va pouvoir s'en donner à cœur joie, aller retracer toutes les autres opérations. Et en plus de là, bah, il verra qu'il y a des wallets qui n'ont pas été déclarés. Donc là, ça veut dire que le client aura volontairement masqué la comptabilité. Et donc là, bah, ça peut être assez simple parce que souvent, normalement, le délai de prescription, c'est 3 ans. Et donc là, à partir du moment où eux, ils vont juger que tu as volontairement voulu masquer au fisc, bah là, ils vont faire ce qu'on appelle déterminer une activité occulte, et derrière, ils vont remonter sur 10 ans avec des pénalités qui peuvent être assez assassines. C'est 0,2% par mois de ce que tu leur devais, du coup, en pénalité, etc. Donc là, ça peut aller jusqu'à 80% de pénalité de tout ce que tu avais gagné. Donc, ça va vite. Ok. Ah ouais. Mais donc, ça veut dire, je fais 10 000 transactions par an sur Binance. Ils vont avoir tout le détail de toutes les transactions avec un résumé de plus-value, moins-value, etc. C'est ça? Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Binance a développé Binance Tax, justement pour commencer avec ces prémices-là, parce que eux, du coup, ils vont devoir se mettre en conformité aussi l'année prochaine. Nous, on accompagne des acteurs comme CoinHouse à faire ça, par exemple. On a d'autres acteurs qu'on est en train, anciennement, voilà, d'intégrer avec ça. Et donc, eux, ils se mettent en conformité pour pouvoir fournir cette information. Et l'idée, j'imagine, à terme, c'est un peu comme les PEA actuellement. Moi, j'ai un PEA sur Boursorama. J'ai pas besoin de déclarer tous mes trucs. C'est déjà directement pré-rempli sur ma déclaration d'impôt, tel. Bon, ça a des avantages et c'est quand même pratique, des fois. C'est pratique, mais ça veut surtout dire qu'ils connaissent tout. Même par exemple pour les comptes à l'étranger, aujourd'hui, bah là, nous, en tant que cryptophile, bah, on doit les déclarer un à un, voilà, sur la déclaration des comptes à l'étranger. Notamment, bah, là, pour les auditeurs, du coup, bah, c'est la case 8UU. Vous regarderez à partir du 1er janvier 2026. Si la case 8UU, elle est automatiquement cochée et que vous ne l'aviez pas cochée avant, bah, ça veut dire que là, ils ont les informations. Donc là, il vaut mieux remplir la case qui est derrière avec le bon chiffre parce que sinon, là, ils vont vous contrôler. Donc là-dessus, bah, derrière, effectivement, là, avec cette communication proactive, on est sur l'archétype du contrôle. Là, aujourd'hui, ils avaient les notifications TracFin, voilà, des acteurs bancaires, des acteurs PSAN, voilà, qui avaient l'obligation de les envoyer quand il y avait un cas de doute. Les comptables, par exemple, pareil, ils ont tout ce qui est des normes LAB, donc les normes de lutte anti-blanchiment, pareil, où ils ont des récépissés à donner aussi, voilà. Il y avait la Travel Rule, avec les opérations supérieures à 1 000 euros. Après, ça dépend des pays, mais bon. Alors, en tout cas, là, sur ces opérations-là, bah, pareil, il y avait les notifications qui étaient envoyées et les contrôles aléatoires du fisc, bien qu'aujourd'hui, ils marchent encore un peu sur des œufs. Enfin, ils montent vraiment en compétences. Donc, enfin, je pense qu'il faut tous quand même qu'on commence à se mettre un peu en ordre de bataille parce que bah, quand ils vont avoir toutes les informations, ça sera beaucoup plus facile de contrôler, quoi. Donc,
Parce que vous, des fois, on vient vous voir, on vous dit, je me fais contrôler, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me récapitule. Ou est-ce que c'est le fisc même qui vient vous voir pour avoir des solutions? Parce que j'imagine qu'ils ont 1 million de transactions à contrôler. Enfin, comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler? Ils doivent avoir des outils, des logiciels où ils passent via des prestataires. Alors, nous, l'essence même du logiciel, pourquoi on a créé Contact Crypto, c'est qu'un de mes associés, Paul Armand Azus, c'est un ancien trader algorithmique crypto. Lui, il avait fait plusieurs millions d'opérations, essentiellement sur Binance Future. Et en fait, quand il a fait son cash out, il a eu un contrôle fiscal. Donc, Classique. plus classique. Donc, c'est vraiment, nous, voilà, ça aide beaucoup pour le storytelling d'ailleurs, mais c'est vrai que donc, Paul Armand, il s'est tourné vers Grégoire Loustalé, qui est mon autre associé, qui est avocat fiscaliste spécialisé là-dedans, dans le cabinet LWM. Et donc c'est lui qui était en charge du contrôle fiscal de Paul Armand. Et puis à l'époque, il y avait aucun de nos concurrents. Il n'y avait pas Walsio, il n'y avait pas Cryptio, il y avait vraiment personne. Donc même Coinly, ça n'existait pas non plus. Donc c'est là où ils ont développé la version 1 en fait de ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était à des années-lumière d'expérience d'utilisateur, mais du coup c'était juste pour le contrôle fiscal. Il n'a pas été redressé, donc c'est que ça marche. Et derrière, après, on a accompagné d'autres personnes, voilà, dans ces mêmes configurations. Et effectivement, il y a des gens qui viennent avec des contrôles fiscaux, malheureusement, des fois nous voir. Ils disent, on a besoin d'aide, et donc on les aide pour retracer tout ce qu'ils ont fait, quoi. Ok, ça marche. Donc DAC8, hein, c'est ça? C'est vrai, DAC8, DAC8. Et donc là, rentré en vigueur au 1er janvier 2026. Enfin, c'est rentré en application, pardon. L'application. Et donc ça, par contre, ça concerne que les plateformes agréées, c'est ça ce que tu disais? Pour le moment, il y a très peu de plateformes qui sont agréées, mais elles vont devoir être agréées au fur et à mesure. Exactement, ouais. Donc effectivement, là, il y a toutes les plateformes, donc il y a PSAN, donc enregistré PSAN, qui ont ce qu'on appelle la clause du grand-père. Donc ils vont avoir 18 mois pour se mettre en conformité et donc être agréés. Là, on a les premiers d'ailleurs que je félicite et qui ont réussi à l'avoir parce que c'est pas facile. Et donc, effectivement, après, tout le monde doit se mettre en ordre de bataille là-dessus aussi. Ok. Est-ce que tu vois autre chose, toi, comme changement? Déjà pas mal. Ça fait déjà, ouais. C'est clair. Donc, il y a quand même pas mal de mécanismes maintenant. Donc. Ouais, c'est vrai que, quand on voit aux États-Unis qui potentiellement sont en train un peu de tout déréguler avec l'arrivée de Donald Trump, on constate qu'en Europe, pour le moment, ça bouge pas trop. On continue de réguler, peut-être de mettre certains bâtons dans les roues de certains entrepreneurs, de certaines sociétés. Toi, comment tu vois un peu le futur parce que tu es un peu au cœur aussi du réacteur d'entreprises, de particuliers. Comment tu vois les entreprises et les entrepreneurs, comment est-ce qu'ils vont évoluer pour toi quand ils voient qu'aux États-Unis tout est en train d'un peu se déréguler, d'être plus simple, et qu'en France et qu'en Europe notamment, ça reste quand même assez compliqué. Pour être honnête avec toi, ça me rend triste parce qu'en vrai, j'aime beaucoup mon pays. Je trouve qu'on a un pays qui est top avec un terreau entrepreneurial qui est super. Et en fait, là, nous, on accompagne beaucoup de porteurs de projets. Et la question numéro 1, c'est où est-ce que je pars, quoi. Donc en fait, là, on a plein de personnes qui partent. Donc c'est vrai que je fais quelques salons par exemple en Suisse et je vois que là en Suisse, on ouvre les bras grands ouverts. On a des comptables suisses avec qui on travaille qui nous disent mais continuez à les embêter, comme ça nous on va tous les récupérer. Et au final, c'est comme ça qu'on fait partir les meilleurs entrepreneurs, quoi. Et avec des projets, tu vois, tu regardes par exemple Mistral AI qui a été créé en France. Enfin, ouais, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de partir. Il y a Bernard Arnault, je sais pas si t'as vu, pareil, qui a parlé récemment. En fait, à force d'emmerder les entrepreneurs. Et j'ai vu qu'en Allemagne, la première manifestation des patrons a eu lieu il y a quelques jours là en Allemagne. Ouais, c'était du jamais vu. C'est pas étonnant. Hein. Et puis en plus, les Allemands, dès qu'ils partent dans la rue, en général, c'est pas bien bon. Hein. Donc effectivement, là-dessus, les Américains, ça a toujours été comme ça, où ils ont un peu un train d'avance par rapport à nous, de par la flexibilité qu'ils ont sur la réglementation. Et nous, on repart toujours dans les mêmes travers, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Ok, merci beaucoup, Louis. Salut.